Ok, bah écoutez, il est 19 heures, donc bonsoir à toutes et à tous. Romain Sonneville, donc moi je suis un des médecins du service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Bichat à la PHP à Paris. Et donc on organise, comme vous le savez, ces webinaires MIR en début de soirée. Donc il y a eu un petit souci sur le programme la semaine précédente, et donc je tiens à m'en excuser auprès du CMIR. On reprogrammera pardon, l'enseignement que vous n'avez pas eu. Donc ce soir, on va parler état de mal épileptique, comme vous voyez sur la diapositive, et on a le plaisir d'accueillir donc le docteur Stéphane Le Griel du centre hospitalier de Versailles, donc réanimation et unité de surveillance continue, qui connaît très très bien le sujet, qui est une thématique qu'il a développée sur le plan scientifique depuis plus d'une dizaine d'années, et donc qui va approcher cette problématique sur un cas pratique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Stéphane, il y aura quelques questions, donc l'interactivité sera assurée et vous pourrez voter au cours de cette séance. Donc je laisse la parole à Stéphane. Merci beaucoup d'être là et bienvenue à toutes et tous. Merci Romain. Donc, je vais commencer. Voilà, donc comme vous l'a dit Romain, le cours est calé sur un cas clinique. Donc pour commencer, c'est une femme de 79 ans. Cette dame est prise en charge à domicile par le SMUR en raison de troubles de vigilance. Dans ses antécédents, on note une cholécystectomie 5 ans auparavant, et dans le bilan préopératoire, il y avait des troubles de repolarisation électrocardiogramme, et puis finalement des explorations cardiaques qui montraient qu'il y avait rien de vrai significatif en termes d'ischémie myocardique. Cette dame, elle est mariée, elle a une fille, elle est retraitée, sinon c'est une secrétaire, elle est parfaitement autonome et dynamique. Elle fait de la marche en montagne avec ses petits-enfants pour illustrer l'activité qu'elle peut avoir. Elle a un tabagisme sevré et une prise d'alcool occasionnelle. Et son histoire commence brutalement, finalement, dans tout ce contexte, avec des propos incohérents qui débutent vers 17 h. Donc j'ai calé un peu les horaires de la prise en charge pour qu'on ait des indications sur le timing au cours de la description du cas. Elle taillait ses rosiers, puis finalement elle est retrouvée par son mari errante dans la maison, et elle fait brutalement à 19 h une crise convulsive tonico-clonique généralisée qui dure 3 minutes en présence de son mari, qui appelle les secours. Et donc on arrive déjà à la première question. Donc Romain, je te laisse la lancer. Ouais, alors je vais lancer donc le vote et la question. Donc normalement, vous allez. Est-ce que vous voyez ici donc Très bien. la question proposée par Stéphane? Donc on vous laisse quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour répondre, Donc, je ne sais pas si je la lis ou si jamais je laisse tout le monde se concentrer sur la lecture comme tu directement. veux. Bon, je dis juste au moins la proposition. Donc, la question, c'est qu'auriez-vous fait si vous avez été présent lors de la première crise et alors que la patiente convulsait toujours depuis 2 minutes? Donc le vote est en cours. On est à 13 votants, 14. Il n'y a plus de vote. Si tout le monde a voté, je vais donc montrer les réponses et on va pouvoir. Voilà, et je vais partager les résultats parce que vous ne les voyez peut-être pas tous. Voilà, et je laisse Stéphane commenter et je me tais. Ok, donc l'occasion de cette première question, c'était de faire le point sur quelle est la conduite à tenir face à une crise convulsive simple, finalement, puisque c'est la présentation de cette dame. Alors c'est vrai qu'elle est retrouvée errante dans la maison préalablement, mais bon, il y a un peu d'ambiguïté dans la question par rapport à ça. En tout cas, considérant que la crise est simple, strictement, ça fait 2 minutes que la patiente convulse, et donc la réponse est la première réponse, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que face à une crise convulsive simple, on ne fait rien en termes de thérapeutique. On le verra plus tard pour ce qui est de la prise en charge de l'état de mal épileptique. Et donc là, moi, je vous aurais proposé donc, de ne pas faire de clonazépam ni diazépam, surtout pas intuber la patiente, et faire effectivement aussi une mesure de protection symptomatique, bien sûr, pour cette prise en charge. Alors, hop, voilà. Donc là, vous avez une illustration de ce qui est recommandé de faire face à une crise convulsive simple, c'est-à-dire protéger le patient, le mettre en décubus latéral et en PLS, libérer ses voies aériennes supérieures, ne pas le tenir. Bon, proposer votre aide, là on est proche des premiers secours, mais surtout, d'un point de vue médical, finalement, en dehors de cette prise en charge très symptomatique, commencez à chronométrer et vous inquiéter de savoir depuis combien de temps cette crise convulsive a pu débuter, de façon à pouvoir dater
le moment où on atteindra le diagnostic d'état de mal épileptique. Et donc, en attendant, la prise en charge est juste la protection du patient. Donc, finalement, les secours sont appelés. Le SAMU envoie un SMUR qui arrive à 19h40. La patiente a encore des troubles de vigilance. Il n'y a pas de contact. Elle a des mouvements coordonnés des 4 membres. Pas de réponse aux ordres simples. Elle a des signes de localisation de l'examen clinique. Elle a un regard dévié vers la droite. Anosis bilatérale. Une hypertension artérielle avec 253 de systolique. Elle est un peu tachycarde. Elle sature correctement. Pas de détresse respiratoire. Une glycémie normale et elle est fébrile. Il y a un électrocardiogramme qui est fait, qui montre finalement des troubles de repolarisation antérieure de topographie de ce qui était déjà connu dans ses antécédents. Bon, je passe parce que c'est sans intérêt. Et en présence de l'équipe du SMUR, elle fait à 20 h une crise tonico-clonique généralisée qui dure 2 minutes, sans retour à l'état antérieur. Et à 20 h 10, elle fait donc une 3e crise tonico-clonique généralisée qui dure 2 à 3 minutes, pour laquelle cette fois-ci, sont administrés 1 mg de Rivotril qui fait céder cette crise et au décours la tension artérielle a un peu baissé. Et donc on arrive déjà à la question 2. Alors, je vais donc lancer le vote. Est-ce que vous voyez, c'est bon? Donc là, donc vous avez suivi l'histoire. Quel est votre diagnostic? Il y a plusieurs réponses possibles. Les votes s'animent, ça y est. Je ne les vois pas, moi, comme je suis en partage d'écran. Allez, on a 30 secondes. Il y a une quinzaine de personnes, 17 personnes qui ont voté sur 25 personnes connectées. Et on est à 72%, il n'y a plus personne qui vote. Donc je propose qu'on regarde les résultats et qu'on donne la parole à Stéphane pour commenter. Est-ce que vous voyez les résultats? Peut-être pas encore. Les voilà. Alors, vous avez répondu principalement état de mal tonico-clonique généralisé d'emblée. Ok, c'est principalement la bonne réponse, mais comme c'était une question à choix multiple, on pouvait également répondre état de mal avec signe moteur prédominant. Bon, c'est état de mal à type d'absence, je pense que non. Elle a eu des mouvements anormaux de manière importante à 3 reprises, donc clairement on n'est pas dans cette présentation-là. État de mal tonico-clonique secondairement généralisé, on n'a pas d'évidence qu'elle ait commencé par des signes focaux, donc on ne peut pas dire ça non plus. État de mal sans signe moteur prédominant, alors il aurait fallu que la présentation toute initiale avec la patiente errante au domicile soit vraiment la forme dominante de ce qui se passe, et on ne peut pas dire que ça soit le cas. Donc, on va continuer dans la présentation du cas. Pardon. Voilà. Donc, ça me permet de faire le point sur la définition des états de mal épileptiques, puisque vous savez sûrement, la définition des états de mal, en fait, est quelque chose qui évolue vraiment au cours du temps, qui a été reprécisé en 2015 par la Ligue internationale contre l'épilepsie et qui a été également reprise par les recommandations d'experts de 2018. Il y a eu pas mal de définitions donc, qui ont évolué au cours du temps. La durée de l'état de mal épileptique a effectivement également fluctué, mais en fait, la situation est un peu compliquée parce qu'en fait, il faut considérer qu'il n'y a pas un état de mal épileptique, mais des états de mal épileptiques, parce qu'il y a plein de formes d'état de mal épileptique. Et donc, il faut trouver une définition qui soit assez généraliste de façon à répondre à l'ensemble des présentations, mais en même temps qui permette de guider les prises en charge et vraiment de stratifier comment on va faire face à ces différents types de présentations. Et donc, la définition qui a été reprise fait appel à 2 temps. Un temps T1 qui est le temps qui est la durée d'activité épileptique à partir de laquelle on reconnaît l'état de mal et pour laquelle il est requis d'initier un traitement anticonvulsivant. C'est un peu ce qu'on appelait avant la définition opératoire ou opérationnelle de l'état de mal épileptique, c'est-à-dire on reconnaît l'état de mal, on met en route un traitement. Et puis le temps T2, c'est la durée de l'activité épileptique à partir de laquelle des séquelles ou des complications long terme peuvent être redoutées. Donc c'est le temps, en théorie, maximum tolérable d'activité épileptique persistante. Et ces temps T1 et T2, ils vont varier en fonction du type d'état de mal épileptique. Et donc, il y a plusieurs types d'état de mal épileptique. Avant, on les classifiait en état de mal convulsif et état de mal non convulsif. Maintenant,
il est recommandé de parler d'état de mal sans signe moteur prédominant ou d'état de mal sans signe moteur prédominant ou avec signe moteur prédominant. Alors, avec signe moteur prédominant, il y a l'état de mal tonico-clonique généralisé. L'état de mal peut être également focal, et puis on peut le caractériser selon qu'il est myoclonique, tonique ou hyperkinétique. Donc on s'approche assez de ce qui était appelé état de mal convulsif avant, sauf qu'on intègre la notion que l'état de mal convulsif n'est pas forcément strictement convulsif, il peut aussi associer dans certaines formes l'absence de signe moteur, de manière proportionnellement inférieure. Et puis, il y a les états de mal sans signe moteur prédominant, où là, il est admis qu'on continue à parler d'états de mal non convulsifs. Et les états de mal non convulsifs au stade de coma, qui peuvent être sous la forme d'états de mal larvés, c'est-à-dire paucisymptomatiques avec des petits mouvements des paupières, des lèvres ou des doigts, des petites clonies persistantes, ou alors au maximum un état de mal au style de coma strict, uniquement identifié avec transcéphalogramme. Et cette forme d'état de mal larvé peut être la forme évolutive d'un état de mal tonico-clonique généralisé qui a été insuffisamment traité ou vu tardivement, sous la forme finalement d'une dissociation électromécanique où il y a toujours une activité épileptique cérébrale qui persiste, mais il n'y a plus la capacité de générer les mouvements anormaux. C'est typiquement le patient qui est découvert dans le coma après une ouverture de porte, après avoir convulsé peut-être pendant 2 heures à la maison, qui peut être retrouvé à ce stade-là. Et puis il y a les états de mal non convulsifs sans coma. Lorsqu'ils sont généralisés, il s'agit des états de mal à type d'absence. Et quand ils ne sont pas généralisés, ils sont focaux et ils peuvent être avec ou sans expression confusionnelle. Ça peut correspondre, par exemple, à ce qui était considéré avant comme les états de mal complexes partiels. Par exemple, une encéphalite herpétique qui va donner une atteinte temporale va pouvoir donner ce type d'état de mal épileptique, non convulsif, par exemple temporal, et puis de topographie correspondant à la localisation de l'atteinte encéphalitique dans le cadre précis que je vous ai illustré avec l'encéphalite herpétique. Donc voilà, donc on va différencier l'état de mal épileptique selon le temps T1 et selon la classification avec sans signe moteur prédominant ou avec signe moteur prédominant, et bien sûr un peu plus de précision selon le type d'état de mal épileptique. Et donc ces durées T1 et T2 vont varier en fonction de la classification. Et pour un état de mal tonico-clonique généralisé, on parlera d'état de mal dès 5 minutes de convulsion continue ou dès la deuxième crise en 5 minutes sans reprise de conscience ou sans retour à l'état antérieur. Donc vous voyez que cette classification T1, T2, avec cette définition de 5 minutes, permet de conserver la définition qu'on retenait à ce moment en 2015 d'état de mal convulsif tonico-clonique généralisé, tout en intégrant une définition plus générale sur laquelle on va pouvoir caler les autres formes d'état de mal épileptique. Et puis pour l'état de mal tonico-clonique généralisé, donc on ne tolérera pas plus de 30 minutes, qui est le stade à partir duquel il peut y avoir des séquelles attendues. Et donc dans les autres formes d'état de mal épileptique, dans les états de mal focaux avec trouble de conscience, on considérera que le temps T1 pour mettre en route un traitement est 10 minutes, le temps T2 à ne pas dépasser est de 60 minutes. Quand c'est sans trouble de conscience, il y a un degré de gravité inférieur, on pourra attendre jusqu'à 15 minutes avant de mettre en route le traitement. Et la littérature, autant les données cliniques qu'expérimentales, ne permettent pas de préciser le temps T2 dans cette forme particulière d'état de mal focaux sans trouble de conscience. Dans les états de mal myoclonique, clonique ou tonique, c'est pareil, on gardera un temps T1 à 10-15 minutes sans connaître le temps T2. Et pour les états de mal à type d'absence, c'est pareil, le temps T2 lui est clairement inconnu. Il est un peu mal dit, il est non précisé dans les deux formes précédentes, il est strictement inconnu dans les états de mal à type d'absence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les états de mal à type d'absence, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a des cas décrits dans la littérature de patients qui sont hospitalisés en psychiatrie avec un état de mal à type d'absence et qui sont finalement diagnostiqués lorsqu'un électroencéphalogramme est fait, et parfois c'est fait 24-48 heures après le début de la prise en charge. Et il peut arriver que ces patients aient peu ou pas de séquelles, un peu paradoxalement. Bon, retenez surtout pas que je vous ai dit qu'il ne faut pas traiter en urgence un état de mal à type d'absence. Donc on arrive, Romain, à la question 3, s'il te plaît. Hop, la voici. Donc, quel traitement antiépileptique auriez-vous administré face à cette troisième crise convulsive? Donc, il survient après une première injection de clonazepam, hein, tu nous as dit, c'est ça? Non. Non. Vous êtes le docteur du SAMU, le patient commence cette troisième crise, qu'est-ce que vous faites comme traitement? C'est vrai que vous avez déjà dit qu'ils ont fait du clonazepam, ils ont peut-être eu tort. Donc vous, qu'est-ce que vous feriez? Ah, qu'est-ce qu'on aurait fait, pardon. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous auriez fait? Tu as raison. Qu'est-ce que vous auriez administré?
Allez, on est à 12 votants sur 30. Là, il y a des gens qui se sont connectés en route, c'est très bien. On est presque... allez, on a plus de 80%. Je vous laisse encore 2 secondes. Et je partage les résultats que vous voyez apparaître. Donc, vous auriez fait du clonazepam IV ou du diazépam IV, de manière 73%, donc c'est très bien. Bon, vous avez compris que les questions sont l'occasion à chaque fois de faire le point sur les éléments importants de prise en charge. Du midazolam IM pour 12% d'entre vous, vous êtes très moderne. L'intubation à séquence rapide, c'est peut-être un peu excessif, on va le voir, même sûrement. Des benzodiazépines IV et un antipyrétique d'action prolongée, c'est pas trop le sens des dernières recommandations, et aucun traitement. Aucun traitement, c'était plutôt la prise en charge de la crise convulsive simple. Là, on est quand même face à quelqu'un qui a convulsé 3 fois sur un timing d'un peu plus d'1 heure. On est clairement dans la définition de l'état de mal épileptique et dans la forme présentée tonico-clonique généralisée. Donc, on va voir maintenant les possibilités de traitement de première ligne des états de mal convulsifs tonico-cloniques généralisés. Donc, le traitement de première ligne, c'est la benzodiazépine seule. On a 4 molécules disponibles, le midazolam, le lorazépam, le diazépam et le clonazépam. Le lorazépam, c'est le Temesta qui n'est pas disponible en France dans sa forme intraveineuse, il est disponible péros, donc ce n'est pas un traitement pour nous en France de première ligne de l'état de mal épileptique. C'est par contre, jusqu'à il y a très peu de temps, le traitement de référence international, surtout nord-américain, de prise en charge de l'état de mal. Et dans les études qui ont comparé les différentes benzodiazépines entre elles, pour le peu d'études qui ont été faites, c'est le lorazépam qui est censé être la drogue la plus efficiente. Alors, il y a une étude publiée dans New England en 2012 qui a comparé le midazolam IM au lorazépam IV contre placebo avec une présentation plutôt séquentielle. La présentation séquentielle d'administration dans cette étude, elle favorisait un peu le midazolam puisque le traitement IM était donné en premier. Bon, peu importe, mais toujours est-il que cette étude montrait que le midazolam IM était dans cette stratégie telle que publiée supérieur au lorazépam IV. Donc le midazolam IM pourrait être considéré comme le traitement de référence de l'état de mal épileptique. Le diazépam est censé être inférieur au lorazépam et le clonazépam, il n'a strictement pas été comparé, sauf dans une étude qui s'appelle Lara Croft, qui a été faite par le SAMU de Paris et par une équipe de Toulouse, une équipe multicentrique nationale, pour laquelle on n'a pas encore les résultats. Donc le positionnement du clonazépam, le Rivotril, qu'on utilise finalement assez facilement, n'est pas très clair dans l'état de mal épileptique en termes de comparaison dans un essai randomisé contrôlé. Je me suis un peu perdu dans mes explications, mais tout ça pour vous dire qu'il y aurait une supériorité du midazolam sur le lorazépam qui lui-même serait supérieur au diazépam et que le clonazépam n'est pas bien évalué. Donc le midazolam, dans l'étude, il était utilisé IM et plus récemment, dans une étude qui s'appelle l'étude E7 qui a été publiée dans New England, qui s'intéressait au traitement de deuxième ligne chez les patients chez qui l'état de mal était résistant au benzo. Dans cette étude, l'hypnovel, le midazolam, a été utilisé à 0,2 mg/kg jusqu'à 10 mg, y compris en IV. Donc, il n'y a pas strictement de recommandations qui disent qu'on peut l'utiliser sur la base de 0,2 mg/kg, donc 10 mg en IV, ce qui, comme ça, intuitivement, peut paraître peut-être un peu beaucoup en termes d'effet dépresseur central et respiratoire. Mais dans cette étude, ça a été utilisé comme ça, et on peut trouver des articles où le midazolam est utilisé sous cette forme-là. Donc, ce qu'on utilise, nous, plus facilement en France de manière courante, c'est donc le Valium ou le Rivotril avec une dose indexée au poids. Alors, on reprend l'histoire de la patiente. Il est 21 h, elle n'a toujours pas repris conscience, elle est Glasgow 4, elle a donc eu ses 3 crises convulsives, elle a eu le Rivotril, et le SMUR décide de l'intuber. Il l'intube en séquence rapide avec kétomidate cellocurine, il la sédate sous hypnovel sulfenta, avec la tension qui est à 253 systolique avait baissé à 180 après le Rivotril, et là on est à une tension qui est un peu plus contrôlée, à 120-60 de tension artérielle. Et donc on arrive, Romain, s'il te plaît, à la 4e question. Alors voici la question. Donc, si l'activité épileptique avait persisté, donc si elle avait persisté malgré l'injection de Rivotril, quel traitement de seconde ligne auriez-vous pu utiliser? Donc, c'est pas tous ensemble, hein, c'est l'un ou l'autre, mais c'est une réponse à choix multiple. Qu'est-ce que vous auriez pu utiliser parmi ces 4 traitements où
ou la décision d'intubation qui a été faite par le SAMU dans une autre stratégie. Donc face à un état de mal qui résiste au Rivotril. Allez, il y a 50% de votants. Ça monte, ça monte. Et je vous montre les résultats. Alors, 4% d'intubation pour l'état de mal en préhospitalier résistant au Rivotril. On reviendra plus tard dans la séquence des diapos sur la stratégie de gestion des variantes supérieures et les indications qu'il y a dans les recommandations sur l'intubation des patients. Dans des circonstances particulières, je ne vais pas y passer longtemps, juste quelques mots, on pourrait procéder à l'induction séquence rapide, mais on reverra plus tard clairement dans quelle particularité. Là, moi, j'avoue que je pense qu'il aurait fallu faire ça, c'est-à-dire administrer plutôt les 4 propositions suivantes, c'est-à-dire un traitement antipilétique d'action prolongée. Et donc, vous avez répondu Dépakine 57%, Gardénal 61%, Keppra 68%, et puis Dilantin Prodilantin près de 90%. Okay, donc, vous avez presque tous raison. Et donc, on va voir maintenant les traitements de seconde ligne de l'état de mal épileptique. Donc, l'état de mal qui va résister aux benzodiazépines. L'état de mal, bien sûr, c'est un abus de langage maintenant, mais je parle de l'état de mal tonico-clonique généralisé. On a 4 traitements disponibles. Alors, le degré de preuve de ces différents traitements, pendant longtemps, est resté incertain. C'est-à-dire qu'il y a une étude assez ancienne, aussi publiée dans le New England, qui avait comparé plusieurs séquences de traitement. Elle avait comparé le Gardénal, phénobarbital, à la phénitoïne seule ou à la phénitoïne plus du diazépam. Et le 4e bras de traitement était le Temesta en IV. Il n'y avait pas de différence significative en intention de traiter entre ces 4 stratégies de traitement. Ensuite, il y a eu une étude qui a été faite par Vincent Navarro et le SAMU de Paris qui a comparé le Keppra plus du Rivotril versus Rivotril plus placebo. Le traitement n'était pas à la faveur de l'utilisation du Keppra dans cette stratégie qu'il avait évaluée. Et puis plus récemment, l'étude E7 dont je vous ai parlé a comparé chez des patients qui étaient résistants aux benzodiazépines l'utilisation du Prodilantin à la Dépakine et au Keppra. Ils n'ont pas évalué le Gardénal dans cette étude. Cette étude P7 a montré qu'il n'y avait pas de différence significative. L'étude a été arrêtée précocement pour futilité. Il n'y avait pas de différence d'efficacité. C'est un critère combiné de jugement de retour à l'état de conscience et de cessation des crises. Donc il n'y a pas de différence entre les 3 traitements, Prodilantin, Dépakine et Keppra. Alors, c'est intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas pu utiliser le Gardénal dans cette étude-là. Ça devient finalement assez français de continuer à utiliser le Gardénal. Dans les recommandations nord-américaines, le Gardénal, il est parfois même proposé en 3e, des fois 4e ligne de traitement. Donc vous voyez que le Gardénal, il perd un peu sa position si on regarde les recommandations nord-américaines. Il y a d'autres données qui sont disponibles dans la littérature. Il n'y a pas que les essais randomisés. Il y a des données épidémiologiques. Il y a une méta-analyse qui a été publiée dans Neurology, je crois que ça fait 1 ou 2 ans, qui a comparé ces différents traitements en termes de coût-efficacité. Et en termes de coût-efficacité, le Gardénal est le plus efficace, mais il est le plus coûteux. Probablement parce qu'il est très dépresseur respiratoire. Il va conduire à l'intubation des patients plus facilement. Et puis peut-être que les coûts associés à la ventilation mécanique, qui dure peut-être un peu plus longtemps chez ces patients, vont entraîner des coûts supérieur. Le Keppra n'est pas si mal positionné en termes de coût-efficacité, mais le plus efficient en termes de coût et d'efficacité est la Dépakine. Et par contre, le Dilantin n'est pas très bien positionné. Et le Dilantin, qui a été très longtemps la drogue mise en avant, surtout au niveau nord-américain, mais également en France, est lui aussi en perte de vitesse. Et les 2 traitements qui ont plutôt le vent en poupe, c'est finalement la Dépakine et le Keppra qui commencent à être positionnés comme des traitements de référence pour la première ligne d'état de mal épileptique. Alors, tout ça est vrai, mais il faut faire très attention au dosage. C'est-à-dire que le Keppra, pendant tout un temps, quand il était utilisé sans avoir été comparé dans cette étude, souvent les gens faisaient 1 gramme de Keppra en dose de charge. Ou dans l'étude de Vincent Navarro du SAMU de Paris, il faisait jusqu'à 2,5 grammes en dose de charge. Mais vous voyez que dans cette étude E7 dont je vous ai parlé, ils ont fait beaucoup plus. Ils ont fait 60 mg kilo, donc jusqu'à 4 grammes, ou j'ai peut-être un doute, jusqu'à 4,5 grammes d'administration de Keppra en 10 minutes. L'ensemble de ces traitements étaient donnés chacun en 10 minutes.
Donc, vous voyez que c'est des doses très supérieures qu'il faut pouvoir donner à ce qu'on faisait habituellement pour obtenir un effet non significativement différent du Keppra par rapport au Prodilantin ou à la Dépakine. Voilà, donc moi je retiendrai que ces 4 traitements sont disponibles. Il faut connaître les indications et les contre-indications de chacun de ces traitements. Le dilantin, prodilantin, globalement, est contre-indiqué dans tout ce qui est coronaropathie, atteinte cardiaque, il est responsable d'arythmie. Donc, ce n'est pas un profil de patient qu'il faudrait le donner. La dépakine est strictement contre-indiquée en cas de grossesse parce que c'est tératogène. Elle peut être hépatotoxique. Elle peut donner une thrombopénie qui est très mal écrit ici. Et elle peut être compliquée d'hyperammoniémie. Donc, selon cette typologie de patient, par exemple, le patient cirrhotique, moi, je ne lui donnerai pas de dépakine et la femme enceinte pas de dépakine. Le gardénal, il est très dépresseur central, très dépresseur respiratoire. Une mamie qui fait un état de mal épileptique, c'est sûrement pas une bonne indication de lui donner du gardénal. Un insuffisant respiratoire non plus. Et le Keppra, il a peu d'interactions médicamenteuses. Il faut faire attention en cas d'insuffisance rénale parce que son élimination est rénale et ça va conduire à des surdosages et à des difficultés d'éveil des patients. Il est associé à des complications neuropsychiatriques, donc c'est probablement pas une typologie de patient qui a des problèmes psychiatriques à qui il faudrait le donner. Donc en fonction de ce profil-là, vous pouvez choisir le traitement. Et donc faites attention surtout aux doses que vous administrez et un moyen mnémotechnique pour se souvenir des doses. Si vous vous souvenez de l'ordre de Prodilantin, Dépakine, Gardénal et Keppra, c'est 20 mg kg, 40 mg kg, bon 20 pour le Gardénal et 60 mg kg pour le Keppra. Alors, donc, la patiente maintenant arrive à l'hôpital et réalise en première intention un scanner cérébral sans et avec injection. J'insiste exprès là-dessus, ça fait partie des recommandations de réaliser le scanner avec injection. Ce n'est pas toujours facile à obtenir des collègues radiologues quand on a un patient qui arrive avec un état de mal épileptique, mais ça fait partie des choses qui sont recommandées. Voilà. Et donc la patiente arrive ensuite en réanimation. Bon, ces constantes sont plutôt stabilisées. Elle est quand même un peu plus hypoxémique que l'impression qu'on en avait tout initialement. Son dextro est correct. La fièvre qui était montée à température à 38,5 est redescendue avec la sédation. L'examen extraneurologique est sans particularité. Elle est dans le coma sédaté. Elle est en myosis bilatérale. L'examen ne montre pas de problème. Enfin, pardon, j'ai oublié d'avancer. Montre pas de signes particuliers et elle est donc sédatée telle qu'elle l'a été par le SAMU, par le SMUR avec de l'hypnovel et du Sufenta. On reçoit la patiente, on la prend en charge donc à l'admission, on interroge son mari, l'anamnèse est pauvre, il n'y a pas de contexte suicidaire, c'était vraiment un début brutal, il n'y a pas de prise de toxique, hein. Vous avez vu, c'était une mamie dynamique qui s'occupe de ses petits-enfants, qui fait de la marche en montagne, qui taille ses rosiers. Le début est brutal, donc pas de prodrome, pas de signe accompagnateur, sinon le fait qu'elle ait été retrouvée un peu errante à la maison. D'ailleurs, on n'est pas revenu là-dessus, mais le fait qu'elle ait été retrouvée errante à la maison alors qu'elle avait taillé les rosiers auparavant, peut-être qu'elle a fait une crise convulsive qui est passée inaperçue et que dans la phase post-critique, elle était dans cet état un peu crépusculaire, tel que son mari l'a retrouvée tout initialement. Alors, vos hypothèses diagnostiques, là, ce n'est pas formulé sous forme de questions, je vais les faire apparaître rapidement. Le webinaire ne permet pas trop de vous interroger là-dessus. Les hypothèses qu'on avait à ce stade-là, c'était l'encéphalopathie hypertensive. Vous vous souvenez qu'elle avait 253 de systolique à la prise en charge initiale. Un syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible, ça serait juste une complication supplémentaire, en tout cas une présentation différente, c'est-à-dire des anomalies à l'imagerie qui compléteraient l'encéphalopathie hypertensive, ou une méningoencéphalite qui pourrait être le type de présentation de cette dame. Donc là, voilà, on arrive à la 5e question qui va correspondre au bilan étiologique. Donc, quel bilan étiologique réalisez-vous à l'arrivée en réanimation? Donc, il y a choix multiple encore. Donc, il y a ionogramme sanguin, bilan hépatique, CPK, une hémostase, les toxiques, l'APL et l'IRM. Bon, je pense que ça ne va pas être facile de répondre à la question, surtout pour l'IRM. On est à 60% de votants. Ça vote bien, c'est bien. Ils sont réveillés. Pour les questions, je vous rassure, il y en a 8. On en a déjà fait 5. Allez, je vous montre les résultats.
Les voici. Alors, bon, le bilan sanguin, très bien, c'est vraiment difficile de s'en affranchir. La nulle hémostase, ça dépend des objectifs que vous avez secondairement. Je pense que si vous avez pour objectif de faire l'APL, c'est quand même pas mal d'avoir ça. Après, c'est quand même de bon ton de compléter le bilan de base par une immunémostase. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait, par exemple, ce serait un peu compliqué, mais disons imaginons qu'elle ait une mat, on sera content d'avoir une NUM. Euh, voilà. Euh, si on l'hémostase, on aura le TP, ça nous permettra d'évaluer un peu le bilan hépatique plus globalement. Bon, bref, l'hémostase, je pense que c'est aussi le minimum. La recherche de toxiques ou des prélèvements à visée conservatoire. Alors là, c'est un peu compliqué, mais à visée conservatoire, je trouve pas ça choquant de le proposer. La ponction lombaire, ok, moi je pense qu'il faut la faire. Et puis l'IRM, ça dépend un peu du plateau technique que vous avez, la facilité que vous aurez à avoir l'IRM. Je pense qu'en première intention, ça ne va pas être facile à obtenir, sauf si vous avez vraiment un radiologue très conciliant et qui vous allez sensibiliser sur l'importance d'avoir un scanner sans particularité, sans avec injection, et dire qu'il vous faut absolument un diagnostic. Alors, le bilan biologique qu'on a pu réaliser, euh, je vais le passer vite, mais le gaz du sang est normal. D'ailleurs, un peu paradoxalement, le lactate n'est pas très élevé. Le ionogramme sanguin ne montre rien de particulier. Il y a une glycémie correcte, mais on avait déjà le dextro. La phosphorémie n'est pas très abaissée. La calcémie, c'est pas la calcémie corrigée, mais la calcémie corrigée est normale. Elle n'a pas d'hypomagnésémie, elle n'a pas de durée très élevée. En tout cas, rien qui explique à ce stade l'état de mal épileptique. Les CPK 101, 101. Alors, les CPK, ils montent à H3, ils ont un pic à H36. Donc, les CPK à l'arrivée, c'est pas ça qui va vous faire remettre en cause le diagnostic. Hein. Si vous aviez un doute et que, par exemple, vous aviez considéré que personne n'a reconnu enfin, qu'on a reconnu un état de mal épileptique et que c'était, je sais pas, des frissons, par exemple. Donc, c'est pas sur les CPK pas très élevés à l'arrivée que vous éliminez le diagnostic. Il n'y a pas d'atteinte hépatique associée. Bon, la numération sanguine est subnormale, le taux d'hémoglobine est un tout petit peu plus bas que la normale, et les plaquettes pas très élevées, mais en tout cas, il n'y a rien de spécial. Et l'hémostase est correcte. Donc, on va pouvoir faire la ponction lombaire, qui est l'examen qu'on a fait assez rapidement après. La ponction lombaire, elle est normale, c'est-à-dire qu'on a un élément, une glycorachie qui est sensiblement identique à sa glycémie, et la protéinorachie qui est un tout petit peu élevée. La culture du LCR sera secondairement négative, le direct, on n'en a pas eu. Et puis, on aura le lendemain les virus, herpès virus et les hémates qui sont négatifs. Alors, on se recale un peu sur la prise en charge initiale de la patiente. Il est 22h30. Vous vous souvenez, ça a commencé vers 19h. Elle fait une quatrième crise convulsive tonicoclonique généralisée peu après l'arrivée en réanimation. Oups, pardon. Romain, est-ce que tu peux nous mettre la question 6, s'il te plaît? Donc la question 6, c'est peut-on qualifier cet état de mal épileptique de réfractaire? Donc la patiente a été intubée après du Rivotril, elle est sédatée par Dipnovel et du Sufenta, et elle fait une crise convulsive, une quatrième crise convulsive. Donc est-ce que c'est un état de mal épileptique réfractaire? Donc oui, par rapport à la durée de l'activité épileptique, oui, par rapport au traitement en cours, c'est une seule réponse. Hein. Oui, par rapport aux causes supposées. Non, c'est pas un état de mal réfractaire, ou oui, par rapport au nombre de crises convulsives que la patiente a fait. Allez, n'hésitez pas à voter. Il y a 50% de votants là pour l'instant. Il y a une réponse qui se détache largement. Spoil un peu, je ne sais pas si vous voyez les. J'espère que c'est non. Ah, j'ai donné la réponse. Allez, je vous partage les résultats. Ah, alors c'est oui par rapport au traitement en cours. Vous vous souvenez, c'est vrai que je vous ai proposé, je vous ai demandé ce que vous auriez fait. Donc, vous avez répondu un traitement antiépileptique d'action prolongée, mais c'est pas ce qu'elle a eu. Hein. Ce qu'elle a eu, je vous l'ai rappelé, c'est du Rivotril, une intubation et de l'Ipnovel. Bon, eh bien, je suis d'accord avec vous que c'est un peu compliqué parce qu'elle a convulsé finalement de 20h de 19h à 20h40, si je me rappelle ce que je viens de vous dire. Donc ça fait quand même un laps de temps assez long.
Et puis, je vous ai dit que le temps T2 n'a pas dépassé dans l'état de mal convulsif tonico-clonique généralisé, c'est 30 minutes. Pour autant, l'état de mal réfractaire, il n'est pas défini par la durée des convulsions. Il est défini par la résistance à 2 lignes d'antiépileptiques bien conduites. Donc, la situation n'est pas très simple à interpréter, mais strictement, on ne peut pas dire que ce soit un état de mal épileptique réfractaire. Donc, le temps T1, je vous le rappelle, c'était 5 minutes, le temps T2, c'était 30 minutes. Et l'état de mal tonico-clonique, il était défini par une crise qui durait 5 minutes, ou dès la seconde crise motrice, dans les 5 minutes, sans retour à l'état antérieur. Et si le patient a un état de mal réfractaire, donc parce qu'il a resté avec 2 lignes de traitement antiépileptique bien conduit, et qu'après 24 heures de prise en charge, il récidive l'état de mal épileptique, on va le qualifier de super réfractaire. Alors, je vais vous poser la 7e question qui est relative à ce que vous auriez fait si l'état de mal épileptique était réfractaire et la patiente non ventilée. Alors, je suis désolé, on se décale un tout petit peu de la réalité du cas, mais Romain, si tu peux la lancer, s'il te plaît. Pas de problème. Merci. C'est parti. Alors voilà, quelle serait votre attitude thérapeutique face à un état de mal épileptique réfractaire non ventilé? Donc, on se détache de la situation de la dame précise. Elle aurait reçu du Rivotril, elle aurait reçu par exemple de la dépakine et elle crise malgré ça. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Et elle n'aurait pas été ventilée encore. On est à 50% de votants. Allez. 75%, ça monte tout doucement. Allez, je vous partage les résultats, si vous voyez. Alors, vous l'auriez intubé, donc très bien. Vous auriez fait la dose de charge d'un antiépileptique d'action prolongée. Donc là, on est d'accord que vous en auriez déjà fait un avant. Donc, vous auriez fait ce qui était recommandé avant, qui s'appelait le switch. C'est-à-dire que dans les recommandations plus anciennes, quand on avait été en échec de 2 lignes de traitement antiépileptique bien conduit et qu'il nous restait du temps par rapport à 60 minutes, et qu'on n'était pas face à un état de mal épileptique dont on suspectait qu'il soit réfractaire d'emblée, c'est-à-dire un état de mal larvé, une lésion focale cérébrale, et qu'on était à moins de 60 minutes, avant, il était recommandé en France de faire un switch. C'est-à-dire que vous aviez utilisé le Gardinal, vous pouviez faire le Dilantin, l'absence de contre-indication, et vice-versa, ou la dépakine. Ce n'est pas les dernières recommandations, ce n'est pas la recommandation internationale. Donc le switch, plutôt non. Donc vous l'intubez, et puis ensuite, donc quelle était ma question? L'attitude thérapeutique, voilà, et puis donc après, qu'est-ce que vous mettez? Et donc ça aurait pu être donc, du propofol, du midazolam ou du thiopental. Ok. Donc ça va être maintenant l'occasion de faire le point sur la prise en charge de l'état de mal épileptique réfractaire. Mais d'abord, un petit point sur le recours à la ventilation mécanique. Donc pour revenir un peu sur l'attitude qui a été décidée par l'équipe hospitalière, il a été décidé d'intuber la patiente un peu plus précocement que ce qu'on aurait fait, puisque sur la recommandation, il aurait fallu plutôt faire un traitement de deuxième ligne. Les recommandations tiennent compte de cette configuration, c'est-à-dire qu'il est possible d'intuber le patient s'il est en détresse respiratoire soutenue. Bon, ce n'était pas tout à fait le cas de cette dame. Si l'état de mal épileptique est réfractaire, là c'est la réponse à la question que je viens de vous poser. Si une agression cérébrale aiguë sévère, c'est là où on se recale un peu sur la recommandation précédente. Si on suspecte une HPIC, s'il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne ou un traumatisme crânien, c'est sûr que si jamais ce patient est suspect d'avoir une attente focale, l'état de mal va être plutôt réfractaire, et on sait que la séquence de prise en charge va plutôt être vers une séquence de neurochirurgie, ou en tout cas de son évaluation. Donc, dans cette stratégie-là, c'est effectivement probablement bien de l'intuber précocement. Et puis, il est aussi dit nécessaire, si c'est nécessaire, pour la sécurisation du transport. Et là, c'est quand même une des particularités de la prise en charge hospitalière à laquelle nous, en intra-hospitalier, on n'est pas forcément habitué. On peut être habitué dans des situations particulières à l'hôpital, c'est une intubation pas compliquée dans les étages, en tout cas un état de mal dans les étages qui n'est pas facile à gérer, mais voilà, donc il y a des conditions qui sont réglées avec des indications d'intubation des patients. Ce qui est important et qui est souligné dans les recommandations, c'est qu'il n'est pas indiqué d'intuber le patient en cas de coma isolé, avec une bonne tolérance respiratoire. C'est-à-dire que si le patient est dans le coma, s'il y a une bonne gestion des voies aériennes supérieures, par
troubles de déglutition, de déglutition associée, il n'est pas indiqué de l'intuber juste pour le coma. Il faut patienter et voir si le patient va être capable de s'éveiller. Et pour ce qui est du traitement pour l'intubation de ces patients, il n'y a pas de traitement recommandé strictement. On peut utiliser le propofol, le pentotal, l'étomidate, et moi je vous dirais qu'on peut probablement utiliser la kétamine également. Et puis sinon la sulfonylcholine ou le ropuronium si vous suspectez une hyperkaliémie associée. Bon, donc l'intubation retrachéale est possible, elle fait partie des recommandations, elle est plutôt cadrée et pas pour un coma isolé en tout cas. Et un peu de souplesse sur la sécurisation du transport. Ensuite, le traitement de l'état de mal épileptique réfractaire lui-même. Alors, c'est un peu discuté dans la littérature, c'est-à-dire qu'il y a des courants, il y a des auteurs, des experts qui considèrent que l'état de mal réfractaire ne nécessite pas forcément l'anesthésie générale et pas forcément une intensification de l'anesthésie. C'est quand même assez académique de recourir à cette intubation du patient, de le sédater, et on a 4 traitements disponibles. Disons 3 pour lesquels il n'y a pas de trop de discussion, qui sont le propofol, donc le diprivol, midazolam, Ipnovel ou le pentotal. Et puis, il y a un traitement qui émerge un peu dans la littérature, pas strictement dans l'état mal réfractaire, quoique certains commencent à vouloir le positionner là, qui est le traitement qui est donc la kétamine, qui a été discuté pendant longtemps comme étant un traitement potentiellement associé à un peu d'hypertension intracrânienne. Et puis finalement, on se rend compte que c'est un traitement très puissamment anticonvulsivant et très efficace. Voilà. Ils ont chacun des propriétés particulières et des particularités. Le propofol, ils sont tous dépresseurs respiratoires, ils sont tous hypotenseurs. Pas de problème là-dessus. Le propofol peut être associé à des complications de type propofol infusion syndrome. Donc, il va imposer de ne pas l'administrer pendant plus de 48 heures et pas de dépasser 5 mg/kg. L'Ipnovel peut être associé à un phénomène de tachyphylaxie, mais c'est également le cas du propofol. Et vous pouvez monter à des doses indexées au poids par heure qui sont assez élevées pour rentrer dans la formulation. Il faut commencer bien sûr un peu plus bas. Et le pentotal, lui aussi, va être utilisé à des doses indexées au poids qui sont assez élevées, qui peuvent conduire à l'administration parfois de 8-9 grammes par jour, qui sont un peu loin des 3 grammes qu'on pouvait faire historiquement. Là, pour le coup, le pentotal, lui, va être associé à de l'hypotension artérielle de manière quasi systématique, et il peut être associé à des complications de type ileus paralytique. Il y a des patients qui peuvent faire des syndromes occlusifs au pentotal. Et puis surtout, le gros inconvénient du pentotal, c'est qu'il va s'accumuler. Et si vous vous retrouvez à devoir faire une anesthésie générale de ce type-là avec un traitement d'entretien pentotal au patient, vous vous exposez quand même à parfois plusieurs jours avant de pouvoir attendre son réveil. Et si vous êtes monté à des doses très élevées, parfois on est de l'ordre de la semaine, voire un tout petit peu plus. Donc en fait, il va falloir plutôt graduer votre stratégie d'utilisation du traitement d'anesthésie pour l'état de mal réfractaire. Ce qui est de plus en plus recommandé, c'est d'utiliser en première intention le propofol, en deuxième intention le midazolam. Vous pourriez associer ou substituer la kétamine à l'un des deux, mais bon, ce n'est pas encore tout à fait clair. Et puis en dernier recours, utiliser le pentotal. Moi, je vous dirais également que si vous avez le EG continu, comme il y a des phénomènes de tachyphylaxie, c'est important de pouvoir guider, monitorer votre traitement, l'effet de votre traitement, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser très facilement le propofol ou le midazolam. Si vous n'avez pas de EG continu, il est possible que vous perdiez votre effet thérapeutique à débit d'administration égal, et donc il peut être à ce moment-là plus facile d'utiliser le pentotal. Donc c'est plutôt en fonction des conditions de prise en charge qu'on pourrait amener à choisir le traitement d'anesthésie générale que vous allez pouvoir utiliser. Romain, je peux te laisser afficher la question 8, s'il te plaît. Oui, bien sûr. C'est la dernière question. Après, je continuerai pour terminer la présentation. La voici. Donc, quels sont les objectifs thérapeutiques? Donc, vous avez intubé votre patient, vous mettez l'un de ces traitements pour faire l'anesthésie, et quel est votre objectif thérapeutique? Est-ce que c'est un tracé de type suppression? Est-ce que c'est un coma calme pendant 24 heures, calme cliniquement? Est-ce que c'est un contrôle EEG de l'activité épileptique? Sous-entendu, pas forcément de suppression. Est-ce que c'est un tracé nul pendant 24 heures? Ou est-ce que c'est la cessation clinique des crises convulsives, que le patient soit dans un coma calme ou pas? C'est une question à choix multiple. Allez, 60% de votants.
Alors, un tracé de beurre suppression. Ok, on va revenir dessus après. Un coma calme pendant 24 heures. Peut-être ma question est mal formulée, pourquoi pas, mais en tout cas pas de manière isolée. Le contrôle EG de l'activité épileptique, vous êtes très très fort d'avoir répondu ça. Un tracé nul pendant 24 heures, c'est l'un d'entre vous qui est un peu excessif. Et une cessation clinique des crises convulsives, c'est pas suffisant. Alors, on va voir maintenant quels sont les objectifs thérapeutiques. Pourquoi ça n'apparaît pas? Ah oui, c'est parce que j'ai masqué ma diapo. Non, ben, je vais y répondre là. Ah, pardon, elle est un peu plus loin. Attends, désolé, je me suis un peu emmêlé. On va passer là. Voilà. Donc, les objectifs du monitoring, c'est bien sûr le contrôle EEG de l'effet du traitement. Hein. On est face à un état mal réfractaire, il faut savoir ce qui se passe. On ne peut pas se permettre de laisser perdurer une activité épileptique qui serait masquée, qui ne serait que électroencéphalographique. Donc, il faut monitorer les patients avec un EEG. Un EEG séquentiel ou un EEG continu, ça dépend des moyens dont vous disposez. Tous les hôpitaux ne disposent pas d'un EEG continu et tous les hôpitaux ne disposent pas d'un EEG séquentiel. Certains sont obligés de faire appel à des prestataires privés extérieurs, et puis pour certains autres, qui sont un peu plus éloignés encore de ces prestataires, il n'est même pas possible d'avoir un EEG H24. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je vous l'ai dit, selon un peu vos objectifs et vos modalités de prise en charge, vous allez pouvoir choisir la molécule que vous allez utiliser pour faire l'anesthésie. Si vous faites le EEG continu, pour combien de temps? Il est recommandé que pour un état de mal épileptique qui ne retrouve pas l'état antérieur, il faut faire un EEG de manière assez rapide dans l'heure. Et puis, il faut monitorer au moins 24 heures un état de mal épileptique réfractaire. Et puis, pour ce qui est des objectifs thérapeutiques strictement, ce qui est recommandé, ce n'est pas le tracé de beurre suppression. Ce qui est recommandé, c'est ce que vous avez répondu en majorité, c'est-à-dire le contrôle électrique de l'activité épileptique. Alors après, on va rentrer dans les particularités de prise en charge. Si vous avez l'EEG continu, tout le monde ne sait déjà pas lire un EEG. C'est pas facile, ça s'apprend, c'est accessible, mais c'est quand même plus facile de reconnaître un tracé de beurre suppression. Donc, si jamais c'est le moyen dont vous disposez, c'est quand même un tout petit peu plus simple, si vous avez un EEG continu, de vous assurer que le patient est en tracé de beurre suppression pour être sûr qu'il ne respire pas d'activité épileptique. Si jamais vous êtes face à un EEG séquentiel, vous êtes dans une situation encore un peu plus compliquée. Moi, je vous conseillerais de titrer l'anesthésie que vous administrez jusqu'à obtenir un tracé de beurre suppression, idéalement avec un traitement qui a des demi-bidons, donc le Pentotal ou l'Hypnovel, et puis de refaire le EEG une douzaine d'heures après pour vérifier que vous avez toujours votre objectif thérapeutique, si vous êtes sur un EEG séquentiel. Donc là, on a fait le choix de l'EEG continu avec un tracé de beurre suppression pendant 24 heures et on a appliqué 7 secondes de suppression qui est le temps entre les phases de burst et de suppression. L'avantage du tracé de beurre suppression, c'est ce que j'ai commencé un peu à vous dire, c'est que tant qu'il y a de la suppression, le patient ne peut pas greffer d'activité épileptique dessus. Si jamais il avait un EG continu, c'est-à-dire plus de suppression mais une activité qui persiste sans crise, il est possible à tout moment qu'il récidive de l'activité épileptique. Donc, plus le temps de suppression est long, et au maximum, si le EG était nul, et bien on serait sûr qu'il n'y ait pas d'activité épileptique. L'intérêt du beurre suppression, c'est qu'il permet de titrer la quantité d'anesthésie qu'on donne, de façon à titrer le temps de suppression, et qui permet de, selon l'objectif qu'on va se donner, de se donner 24 heures, par exemple, sans possibilité de récidiver l'activité épileptique. Et ensuite, on va diminuer progressivement le débit d'administration du traitement de fond, qui a été l'anesthésie, pardon, qui a été du diprivant, et puis en parallèle, il met un traitement de fond de façon à pouvoir faire le relais. Quand l'anesthésie sera levée, le traitement de fond prendra le relais, c'est ce qu'on espère, pour contrôler l'activité épileptique. C'est le fameux traitement de deuxième ligne qu'on aura mis en dose de charge et mis en dose d'entretien derrière. Donc c'est ce qu'on a fait pour cette patiente. Ensuite, on a commencé au bout de 24 heures à diminuer le débit de diprivant. Vous voyez que le temps de suppression s'est raccourci. On a continué à administrer le Gardinal. Et puis, à la 26e heure, toujours 100 mg heure de diprivant, vous voyez qu'il y a une récidive d'activité épileptique sous forme de pointe honte rythmique généralisée. Donc là, il y a une récidive de l'état de mal épileptique. Donc, à ce stade de la prise en charge, là, c'est une question, mais je ne vous la pose pas, je vais vous donner la réponse tout de suite. On l'a vu quand je vous ai parlé de la définition de l'état de mal réfractaire et de l'état de mal super réfractaire. Là, l'état de mal récidive après 24 heures d'application d'un traitement d'état de mal réfractaire par anesthésie générale, c'est un état de mal épileptique super réfractaire. Et la prise en charge de l'état de mal épileptique super réfractaire, elle est multimodale. Elle repose sur trois choses. Elle repose sur une anesthésie qu'on va remettre en route, la combinaison de traitements antiépileptiques et la mise en route
qui n'est pas obligatoire, de thérapie adjuvante. Alors, tout d'abord, l'anesthésie. On avait fait 24 heures. On peut refaire 24 heures d'anesthésie générale. S'il récidive encore, on pourra faire 24-48 heures. Et s'il récidive encore, il faudrait faire 5 à 7 jours. Là, le degré de recommandation de ça, il est très, très faible. C'est un avis d'expert. L'idée, c'est que c'est pas forcément parce qu'on est en échec du type de traitement antiépileptique qu'on a utilisé, mais plutôt parce que l'état de mal épileptique, plus il dure, plus il va devenir pharmacorésistant, plus il va être difficile à contrôler. Et donc, il va être plus efficace de contrôler l'activité de fond en contrôlant le niveau d'activité cérébrale, en l'abaissant sur le mode de tracé de suppression pendant un temps un peu plus long au fur et à mesure que le patient récidivera pour essayer de contrôler cette activité épileptique. Mais en parallèle de ça, il faut mettre des traitements de fond qui font que quand on diminuera et qu'on arrêtera progressivement les traitements d'anesthésie générale, les traitements de fond prennent le relais. Il est dit qu'il n'y a pas de supériorité d'un traitement antibiotique par rapport à un autre. Donc, ils ont tous des propriétés un peu particulières. En tout cas, il n'y en a pas un qui est dit plus efficace que l'autre. Il est plutôt dit de préférer les traitements sans effet GABAergique prédominant. Pourquoi on dit ça? C'est parce que l'état de mal épileptique, il est le reflet d'un déséquilibre entre les récepteurs GABAergiques qui sont internalisés et les récepteurs NMDA et AMPA qui sont exprimés à la surface des cellules. Et comme les récepteurs GABAergiques sont internalisés, les traitements à effet GABAergique prédominant seront a priori un peu moins efficaces. Donc, il vaut mieux favoriser les autres traitements. Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 3 traitements antiépileptiques de fond à dose maximale d'emblée et sans changer fréquemment les traitements. Donc, sous-entendu, c'est plutôt plusieurs tours d'anesthésie générale qu'il va falloir faire sans changer trop les combinaisons de traitements de fond si jamais on est en échec à chaque fois et probablement diminuer très progressivement les traitements d'anesthésie générale. Et puis, il est possible de mettre des traitements adjuvants anticonvulsivants. Il y a un certain nombre de traitements qui sont proposés dans la littérature. Pour être rapide et direct, il n'y en a aucun qui a fait preuve d'une démonstration d'une efficacité particulière et il y en a même certains qui sont beaucoup moins recommandés que d'autres. Ceux qui pourraient être utilisés, la diète cétogène, l'utilisation de la kétamine, je vous l'ai positionné tout à l'heure dans l'état de mal réfractaire, certains la positionnent plutôt dans l'état de mal super réfractaire. L'hypothermie thérapeutique, c'est un traitement qui peut participer au contrôle de l'activité épileptique parce que ça va augmenter le seuil épiléptogène. Certains anesthésiques halogénés sont puissamment antiépileptiques, mais ils nécessitent des modalités d'administration particulières. Le magnésium, il n'a sa place que dans le cadre de l'éclampsie. La stimulation magnétique transcrânienne, la stimulation du nerf vague, l'électroconvulsivothérapie, ce ne sont pas vraiment des traitements très efficaces et ils peuvent être associés à des complications. Le drainage du LCR, c'est quelque chose que j'ai jamais vu faire. La lidocaïne, c'est un traitement qui est ancien, qui a un spectre thérapeutique étroit, qui n'est pas facile à manier, qui est plus trop utilisé. Le verapamil, c'est un inhibiteur calcique qui peut jouer dans l'activité épileptique en bloquant l'activité des canaux calciques. La corticothérapie ou les traitements immunosuppresseurs vont pouvoir être utilisés dans certaines indications, surtout quand on va craindre des encéphalites et un état de mal épileptique d'origine auto-immune. Et la neurochirurgie, c'est vraiment des cas cliniques qui, par la section du corps calleux, évitent la bilatéralisation des crises et qui sont des traitements qui sont plus qu'exceptionnels, qui sont des crises sous la forme de cas cliniques dans les thérapies. Donc, on n'a toujours pas de diagnostic chez cette patiente. Comment compléteriez-vous le bilan étiologique? Je vous fais sous forme de questions et de réponses immédiatement. Donc, on peut arriver à notre fameuse IRM qui n'a pas été faite, IRM plus ARM cérébral. ARM cérébral, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir chercher par exemple un syndrome de vasoconstriction cérébrale associé. On a vu qu'elle était très hypertendue initialement. On peut faire un bilan d'HTA secondaire, un bilan thyroïdien, la recherche de maladies de système et la recherche de syndrome paranéoplasique. Alors, l'IRM, je vais la passer très très vite, à part de la leucoariose, c'est tout ce qu'on a trouvé chez cette dame. Et l'ARM était normale. Là, on est à J4. On n'a toujours pas de diagnostic formel. Les Doppler transcrâniens sont normaux. On va finalement exploiter les prélèvements à visée conservatoire toxicologique qu'on avait fait tout initialement. Le bilan d'HTA secondaire est subnormal. On va commencer à chercher les causes un peu rares d'état de mal épileptique. On va lui doser l'ammoniamie. Le bilan auto-humain, les anticorps antineuronaux. Et on fait un scanner corps entier. Pourquoi? Scanner corps entier indirectement avec l'arrière-pensée qu'elle puisse avoir une encéphalite auto-immune. Et puis finalement, de manière un peu étonnante, son mari qu'on a vu tous les jours arrive un peu penaud.
et nous dit à J7 qu'ils ont acheté pour 2 000 € de compléments alimentaires stimulants. Vous vous souvenez que la mamie, elle aime beaucoup faire de la marche en montagne, et finalement, elle était vraiment très, très dynamique. Elle a acheté de l'électrovital, ils en avaient des cartons entiers à la maison. Ils ont commencé la prise plusieurs jours avant le début des convulsions. Et finalement, on a fait un screening toxicologique. Donc, voilà ce qui est annoncé dans les gélules. Donc, si on regarde dans les gélules, ce qui est pro-convulsivant, il y avait le ginseng qui pouvait donner un syndrome sérotoninergique. Mais finalement, ce qui est en réalité, avec le screening toxicologique qui a pu être fait, c'est de la saccharine, de l'épicapétine, qui est un favorit du cacao, qui pouvait donner également un syndrome sérotoninergique, et surtout beaucoup, beaucoup de caféine qui était pro-convulsivant. Donc voilà la fin de cette histoire de cette patiente qui a finalement une cause toxique de son état de mal épileptique et qui avait été particulièrement réfractaire. Voilà, je vous remercie pour votre participation et votre attention. Merci beaucoup Stéphane. C'était très clair. On est tout à fait dans les temps. Je vais mettre la vidéo aussi. On a 5 petites minutes pour discuter si vous le souhaitez et de poser vos questions. Si vous n'osez pas prendre la parole, je vous propose de poser les questions sur le chat. En général, il y a déjà des questions, en fait, je vois peut-être. Non, on te remercie déjà, donc c'est bon signe. Merci de me dire merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphane? Vous savez tout sur la prise en charge de l'état de mal épileptique? Bravo. Moi, j'ai une remarque sur laquelle tu as insisté d'ailleurs, c'est sur la définition de l'état de mal réfractaire et sur le fait que quelquefois, quand on accueille des patients, quand on reprend les différentes molécules possibles de deuxième ligne que tu as très bien décrites avec les posologies en milligrammes kilo chez l'adulte, quelquefois, on se pose la question de savoir si le patient a été effectivement correctement traité en termes de posologie. Est-ce que tu as l'impression que toi, c'est quelque chose de fréquent dans ta pratique, c'est-à-dire de dire, bon, il a reçu les 2 lignes de traitement, on le qualifie de réfractaire, puis quand on reprend l'observation au calme, on se dit, non, mais attends, il n'a pas reçu les posologies adaptées. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour toi qui est fréquent Alors, déjà, comme les posologies sont indexées au poids, c'est pas toujours évident entre hospitaliers d'avoir cette info, c'est un peu la louche. Je dirais que c'est plus la séquence d'allocation de traitement qui est pas toujours respectée, plus que la posologie pour le traitement de deuxième ligne. Traitement de deuxième ligne, moi, ce que je vois, c'est surtout je vois surtout du dilantin ou du prodilantin, et c'est assez stéréotypé. En général, ils ont 1,5 g, ce qui est assez standard. Dans les cas, si on parle du SMUR, hein, le SMUR, si je dis pas de bêtises, ils sont souvent équipés d'un seul antiépileptique de seconde ligne, et souvent c'est celui-là. Ce qui est dit dans la littérature, par contre, c'est que effectivement les séquences ne sont pas respectées et que, par exemple, dans l'étude E7 dont je vous parle depuis tout à l'heure, ils ont fait une publication ancillaire de cette étude qui montre que les premières lignes, les vasodiazépines indexées au poids, elles ne respectent pas les recommandations et souvent les patients sont sous-dosés, enfin ne reçoivent pas le traitement qu'ils auraient dû recevoir en dose de vasodiazépine, ne serait-ce que pour la première ligne. Donc effectivement, il y a des problèmes de séquence de traitement, parfois d'intubation un peu rapide, mais je pense que c'est difficile pour nous de nous positionner par rapport à ça parce que c'est pas simple. Et puis le contexte hospitalier s'y prête pas toujours pour ce qui est d'avoir intubé le patient un peu plus précocement ou pas. Et puis la dose, la seconde ligne, je dirais probablement peu de fois, la dose n'est pas bien indexée, peut-être plus pour la première ligne et encore. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Romain. Mais... Non, mais c'est très clair. Effectivement, c'est des choses de pratique, c'est-à-dire que effectivement, le fait d'avoir à disposition déjà une seule ou deux des molécules disponibles restreint un petit peu le choix. Et puis c'est vrai qu'ils ont très rapidement 20 mg kilo, 1,5 g de phosphénitoïne, par exemple. C'est vrai qu'en général, c'est des posologies qu'on voit fréquemment sur les feuilles de prise en charge. 1,250 ou 1,5 g, je pense que c'est ce qu'on voit le plus souvent. Alors, il y a des questions sur le chat, je peux te les relayer, sauf si tu voulais. Si le midazolam IM a été utilisé en première ligne, est-il licite de l'utiliser en troisième ligne IV? Première question. Ça pose aucun problème. En troisième ligne, il va falloir guider votre traitement par l'EEG. Donc, vous allez faire des bonus en titrant l'effet que vous obtenez à l'EEG jusqu'à obtenir, moi je pense, le tracé de suppression. Ensuite, vous mettez une dose d'entretien. Et puis, vous allez augmenter cette dose d'entretien si vous êtes obligé de refaire des bonus supplémentaires pour rendre pérenne votre effet. Et voilà. Et donc,
c'est pas parce que le midazolam en première ligne n'aura pas été efficace que ça fonctionnera pas à des doses bien supérieures une fois que le patient est ventilé et que vous titrez sous monitoring EEG ou sous EEG séquentiel. Merci pour la réponse. Pour avoir scanné arrivé auprès des radiologues, je sais pas, la thrombophilie cérébrale, Romain. Ouais, ouais, effectivement, les causes vasculaires, ça marche bien. Après, dans la pratique, effectivement, dans les choses, malformation vasculaire, corticale, MAV, ça existe. Et donc, si vous n'avez pas de cause évidente, voilà, thrombophlébite, c'est effectivement une très bonne. Je suis assez d'accord, parce que c'est marqué dans les recommandations et en pratique, c'est vraiment très dur. Voilà, mais voilà, moi, j'ai en tête un ou deux patients où il y avait des malformations vasculaires inaugurales révélées par des crises malades qui arrivent intubés par le SAMU en réanimation. Donc, c'est quelque chose qui existe. Après, est-ce que ça suffit à convaincre le radiologue en garde? Ça, c'est une autre question. Alors, il y a d'autres questions sur le chat. Ah, pardon. J'allais dire l'argument. Vas-y. On retourne pas au scanner une deuxième fois. Leur dire de faire 2 scanners peut être un argument. Alors, il y a une question sur la première ligne de traitement, sur les Q. Ouais, on est bien d'accord que dans les recos, après échec de clonazepam 0,015 mg/kg, on refait le clonazepam IV avant de donner une deuxième ligne. Ouais. Alors. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, les recommandations varient beaucoup. C'est dur, hein? Moi, je suis d'accord que. Moi, je pense que le plus simple, c'est de faire la benzo, l'antipileptique d'action prolongée, l'intubation du patient. Si déjà vous respectez ça, c'est vraiment super. Ça vous empêche pas de refaire la benzo. Le problème, c'est que vous allez surtout perdre du temps. Après, préparer l'antipileptique d'action prolongée, ça prend un peu plus de temps à préparer la seringue que pour préparer une simple seringue de la vasodiazépine. Alors, vous pouvez faire les deux en même temps si vous êtes plusieurs. Mais moi, je dirais plutôt d'attaquer direct la seconde ligne. Et si on respecte l'état d'esprit des dernières recommandations, de ne pas dépasser les 30 minutes, les traitements que vous allez administrer, alors certes, dans l'étude des 7, c'était en 10 minutes, ce qui est quand même un peu révolutionnaire par rapport au mode d'administration de ces traitements qui sont de l'ordre plutôt de 20 à 30 minutes d'habitude. Il y a des traitements qui se donnent en 20 à 30 minutes et dont on ne veut pas que l'état de mal dépasse 30 minutes. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour faire des séquences de traitements différentes. Donc, je dirais, ça dépend à quel point vous ne voulez pas avoir les effets secondaires du traitement de deuxième ligne, pour répondre autrement. C'est-à-dire qu'encore une fois, la patiente qui est peut-être jeune avec cancer du sein multimétastatique, des métastases cérébrales, qui est plutôt sous un mode d'investissement thérapeutique invasif limité, eh ben, déjà, il faudrait plutôt utiliser la dépakine ou le Keppra. Et puis peut-être que vous pouvez refaire la benzodiazépine avant de passer au traitement de deuxième ligne. Le jeune qui est épileptique connu, qui est traité par dépakine, chez qui vous suspectez un saut de prise de traitement avec un sous-dosage en dépakine, eh ben, allez assez rapidement à la deuxième ligne en administrant son traitement habituel. Voilà, je dirais plutôt ça. Mais je ne suis pas sûr qu'en disant ça, je respecte strictement les dernières recommandations. Non, mais les recommandations sont faites pour être transgressées aussi hein, sur la pratique, on est d'accord. Et moi, je rajoute juste quelque chose, c'est que les guidelines, c'est sympa. Et puis, quelquefois, le patient, on ne sait pas exactement quand les crises ont commencé. On n'a pas une anamnèse claire. On a besoin d'aller au scanner. On ne sait pas si le contexte et ce degré d'incertitude fait que, bah, voilà, il vaut mieux effectivement sécuriser, entre guillemets, comme disait Stéphane, hein, c'est-à-dire qu'avoir une induction claire une séquence de traitement, benzodiazépine, seconde ligne, intubation, voilà, dans le doute, plutôt que de perdre des dizaines de minutes qui sont précieuses parfois chez un patient dont on ne sait pas grand-chose quand il arrive dans nos lits. Hein. Donc ça, c'est un élément. Et par opposition, et je rejoins tout à fait ce que tu dis, c'est le malade épileptique connu sur une rupture de traitement, la plupart des cas, en reprenant le traitement antérieur à bonne dose, en dose de charge, on arrive rapidement à contrôler les choses s'il n'y a pas d'autres facteurs supplémentaires non contrôlés. Hein. Alors, en cas d'état de mal réfractaire, chez un patient ventilé, peut-être tu vois les questions, chez un patient ayant reçu 2 lignes de traitement, avez-vous une combinaison de molécules à préférer pour la sédation? Votre avis personnel? Ayant reçu 2 lignes de traitement, c'est-à-dire les premières et deuxième lignes, ou chez l'état de mal réfractaire avec qui on peut associer 2 traitements d'anesthésie. Moi, je vous dirais que ce que je fais et ce que d'autres publient, par exemple Rossetti en Suisse, j'ai vu des publications dans ce sens-là, ils font plutôt propofol seul, puis propofol midazolam. Je pense que maintenant ils vont positionner la kétamine et plutôt le pentotal en dernier recours. Donc, dans l'association des traitements en première intention,
bon, je ne ferai pas midazolam propofol, l'association des deux d'emblée, mais si jamais je devais en associer deux, j'associerais ces deux-là. Après, propofol kétamine, midazolam kétamine, moi, ça ne me pose pas de problème. La kétamine, vraiment, c'est le traitement dont on va entendre parler assez facilement pour les états de mal réfractaires. Il y en a qui font beaucoup ça. Donc, j'ai répondu indirectement à la question, mais Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a une synergie midazolam-propofol, hein, ces deux agonistes GABAergiques sur le plan pharmaco, conceptuellement, c'est plus logique d'avoir enfin, ça c'est un peu mon avis, voilà, mais c'est plus logique d'avoir une deuxième molécule qui va agir sur un autre mécanisme, sur un autre récepteur, comme la kétamine ou comme la kétamine en fait essentiellement, parce que le Pinto c'est un agoniste du GABA aussi, donc c'est conceptuellement plus logique. Après, ça n'a pas été testé, donc on est effectivement, comme c'est suggéré, sur des avis personnels, hein, bien sûr. alors, le propofol aurait peut-être un petit effet anti-NMDA. Donc, peut-être que si on veut tirer dans les coins, on a peut-être une synergie. Mais comme l'a dit Romain, vraiment, la kétamine, il n'y a pas de doute, ça ferait GABA et NMDA en même temps. Alors, à partir de quand faut-il poursuivre un traitement de fond Péros antiépileptique? Alors, déjà, le relais Péros, moi, je vous dirais qu'il faut le faire dans les 24 premières heures, mais ce n'est pas ça la question, mais ça permet de le dire. Quand est-ce qu'il faut le poursuivre? Sous-entendu, est-ce que le patient va sortir de réanimation avec un traitement de fond antiépileptique? Je vous dirais que tout ce qui est circonstanciel doit vous amener à arrêter le traitement antiépileptique. L'intoxication médicamenteuse avec le patient qui n'est plus exposé à son toxique, un état de mal sur une hyponatrémie dont vous avez corrigé l'anatrémie, toutes ces circonstances métaboliques ou toxiques, si le patient n'est plus exposé à la cause, probablement vous pouvez, même sûrement, vous pouvez arrêter le traitement. Il y a des situations un peu différentes, par exemple l'encéphalopathie hypertensive avec le PRES. Là, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui décrivent des épilepsies après un PRES. Le PRES, il y a toujours des anomalies qui peuvent persister à l'IRM, le patient ne va pas corriger strictement toutes ces anomalies. Donc là, pour le coup, dans ce cas particulier, on peut considérer que s'il a encore des anomalies à l'IRM, on peut peut-être dire qu'il est encore exposé à un risque d'activité épileptique. Et dans ce cas-là, par exemple, je n'arrêterai pas les traitements de fond. Je laisserai la prise en charge des collègues d'aval de gérer ça un peu à distance. Ça dépend vraiment de la cause, donc, hein. Enfin, c'est vraiment les patients cérébro-lésés qui crisent sur une maladie neurologique aiguë. Effectivement, on ne va pas prendre le risque de ne pas lui mettre de traitement de fond, même simple. En général, c'est un peu ça ce que tu suggères, quoi, finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Stéphane? Il est 20h07, on a un petit peu dépassé, mais bon, on n'est pas à quelques minutes près. Vous êtes encore tous connectés, ou la plupart d'entre vous en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose bien sûr de le contacter par email ou au centre de Versailles pour lui poser d'autres questions en off si vous avez oublié des choses. Et sinon, je vous propose qu'on mette fin au webinaire pour respecter le timing. Et je remercie beaucoup Stéphane pour sa présence et son topo qui était extrêmement clair. Tous les auditeurs pour votre présence et votre interaction et la réponse aux questions au cours de la présentation. Voilà. Merci À bientôt beaucoup. à tous. Bonne soirée. À bientôt. Salut.